Je suis avec ma consoeur Estelle Digré pour parler des défis de l'alphabétisation dans le Bénin d'aujourd'hui. Avec nos invités, Estelle, comment dit-on bonjour en bâtonnou? En bâtonnou? Oui. Il faut dire que je suis venue parler de la langue ou des langues nationales, mais... Ben, assurément, enfant, vous savez comment on dit bonjour. Mais il faut grandir. Très bien. Chers téléspectateurs, on estime à plus de 50% le taux d'analphabétisme des adultes avec des disparités importantes selon le genre et la région. Ce taux avoisine même les 65% ou plus chez les femmes, notamment en milieu rural. Et qui, mieux que Charles Kodia, ancien directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ancien directeur de cabinet des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, qui donc mieux que Charles Kodia peut nous en parler. Charles, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi d'avoir pensé à moi. À côté de vous, il y a Salomon Balogun, il est directeur exécutif de l'ONG Scienson. Bonjour, M. Salomon. Bonjour, DG. Vous avez l'alphabétisation dans le cœur. Effectivement. Ou que votre cœur bat au rythme de l'alphabétisation. Exactement. Merci beaucoup d'avoir parcouru de si longues distances pour ce plateau. Chère consoeur Estelle, bon, même si vous avez échoué à la première question, je sais que vous en avez d'autres pour les inviter. Dites-nous un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe? L'alphabétisation ne serait pas donc logée à la même enseigne que les autres du sous-secteur de l'éducation? Exactement, c'est ce que nous pensons, Ulrich Vital. Il est un secret de polichinelle que les enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont hérité de l'alphabétisation depuis plusieurs années déjà. Et bien qu'elle soit le processus d'acquisition de certaines compétences fondamentales comme la lecture, le calcul et l'écriture, l'alphabétisation, semble-t-il, n'est pas logée au même rang que les autres sous-secteurs de l'éducation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le désigne par l'enfant pauvre du système éducatif. Alors, Monsieur Charles Kodia, vous avez été pendant longtemps et jusque dans un passé récent, le directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Alors, quand on parle de l'alphabétisation, loin des clichés, de quoi s'agit-il exactement? L'alphabétisation, c'est apprendre à lire, écrire, compter dans une langue. Je précise bien une langue parce que les gens pensent souvent que quand on parle d'alphabétisation, c'est forcément en langue nationale. Mais l'alphabétisation peut se faire aussi en français. Toutefois, la direction que j'ai occupée avait pour but de s'occuper de l'alphabétisation en langue nationale. Donc, l'essentiel doit être fait en langue nationale. Et dans notre pays, quelles sont les langues qui sont prises en compte dans l'alphabétisation, toutes les langues? Je peux les citer en vrac, pas dans l'ordre. Il y a le Fongbe, il y a le Gumbé, il y a le Batonou, il y a le Biali, il y a le... etc. Mais il y en a 13 quand même. Il y a 13 langues qui sont prises en compte. Pas le programme national, mais le DG Scienson me dira que c'est plus de 13 langues dans le Nord, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai qu'il y a certaines langues qu'on appelle les langues de la post-alphabétisation qui étaient préparées pour être généralisées. Mais il y a toutes les langues, dans toutes les langues, on peut faire l'alphabétisation. À un moment donné, il y a des regroupements pour faciliter l'apprentissage et l'atteinte des résultats sur le terrain. Alors, comme le disait tout à l'heure Ulrich, vous avez l'alphabétisation dans le sang. Vous êtes un acteur terrain. Comment se passe le travail sur le terrain? Ok, merci beaucoup. Je crois que l'alphabétisation a un visage un peu divers. Vous allez dans la communauté, comme l'a dit tout à l'heure le DAPLN, ce n'est pas seulement en langue nationale. C'est en langue, ça peut être français, ça peut être anglais, mais ce qui nous concerne, c'est l'alphabétisation en langue nationale. Lorsque vous arrivez, la première des choses, c'est d'identifier les personnes bénéficiaires, les gens qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre à lire et écrire dans aucune langue. Ces personnes peuvent se retrouver parmi les populations. Ça peut être des artisans, des artisanes, ça peut être même des jeunes. Alors, à partir de cet instant, nous les identifions et nous concevons un programme adapté à leur situation pour pouvoir les amener à utiliser la langue
pour développer les activités génératrices de revenus. Parce que de plus en plus, ce n'est plus l'alphabétisation, savoir lire et écrire simplement. C'est pouvoir savoir lire et écrire et l'appliquer dans ces activités génératrices de revenus. C'est pour cela que de plus en plus, on s'oriente vers les artisans, les artisanes et les groupes sociaux professionnels pour qu'ils puissent l'adapter dans leurs activités. Alors, quelles sont les difficultés? En termes de difficultés sur le terrain, qu'est-ce que les gens rencontrent? Les difficultés sont très, très importantes parce que vous voyez, quand tu vois les besoins pluriels en alphabétisation, il y en a. Donc, vous arrivez sur le terrain, les gens expriment le besoin, mais vous n'avez pas les moyens d'y faire face. Et le premier problème, c'est au niveau du financement. L'alphabétisation, comme vous avez dit, c'est l'enfant pauvre. Au niveau du secteur de l'éducation, l'alphabétisation fait partie de ceux-là qui bénéficient très peu de l'attention. Bon, pas parce que le gouvernement ne veut pas, mais c'est une question de priorisation. Vous défendez le gouvernement? Non, il faut comprendre, parce que vous avez le gouvernement vient mettre en œuvre un programme. Très bien. Et ce programme est établi sur la base de diagnostics, des diagnostics qui sont faits sur le terrain. Lorsque les gens font, et puisque les moyens sont limités, ne pouvaient pas permettre d'atteindre tout, on essaie de prioriser. Peut-être que dans cette priorisation, l'alpha ne fait pas chose. Parce que vous voyez, le budget de l'alphabétisation ne fait même pas 0,1% du budget alloué à l'éducation. Or, le Bénin a pris des engagements formels avec l'UNESCO pour dire que le Bénin va faire un effort pour que le budget alloué au sous-secteur de l'alphabétisation soit au moins 3%. Mais on n'atteint même pas 0,1%. Mais directeur Kodia, vous qui avez été aux manettes, pourquoi est-ce que l'État ne met pas les moyens sur l'alphabétisation? Je vais, avant de répondre à votre préoccupation, je vais vous citer quelques chiffres en pourcentage. En 2020, l'alphabétisation a bénéficié de 0,19% de financement au niveau de l'éducation. En 2021, 0,11%. En 2022, 0,2%. En 2023, 0,10%. Et en 2024, 0,12%. Voilà la réalité des chiffres par rapport au secteur de l'alphabétisation. Très maigre. Hein? Oui, très maigre. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est, je n'irai pas dans le sens de ce que le DE Sciences a dit, c'est que l'alphabétisation, malgré ses montants, est perçue comme une occasion où on peut se faire un peu d'argent au niveau du personnel. Pour la petite histoire, lorsqu'on me nommait directeur de l'alphabétisation, je vous avoue que j'étais parti pour dire que je suis venu chanter le requiem de l'alpha. Parce qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient réellement des fonctionnaires et le reste, c'était des agents de soutien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de voir un peu dans le vécu de l'alpha. Je me suis rendu compte qu'il y avait des bureaux remplis de livres inutiles. Les gens étaient partis pour des raisons bien précises. Ils ne tiraient plus leur compte. Mais lorsque je suis arrivé avec le financement de la coopération suisse, il y a eu un boom de financement. Nous sommes passés de 5 personnes au départ à 22 personnes, parce que chacun trouvait son compte, pas forcément le compte de l'alpha. Donc il y a une question de gestion des fonds disponibles aussi qui s'est posée et qui se pose. L'autre aspect, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est une question de priorité de l'État aussi. Mais là, je ne suis pas d'accord parce que je me dis quelque part, ceux qui font le tissu économique, ceux qui sont réellement les acteurs du développement, c'est les paysans. Ceux qui sont les acteurs du développement, c'est les commerçants et autres, qui ne savent pas en majorité lire et écrire. Et la conséquence, c'est que on fait des illettrés de luxe, ce qui est un peu grave. Donc le financement de l'alpha, effectivement, est faible et on a besoin de mettre un peu plus au niveau de l'alpha, mais en même temps, veiller à la bonne gestion des fonds mis à disposition.
Alors, est-ce là tous les défis auxquels l'alphabétisation est confrontée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quels sont les leviers sur lesquels il faudra travailler pour que l'alphabétisation retrouve ses lettres de noblesse? Ok, merci. Et je crois que déjà, le besoin est déjà là. Il reste maintenant aux acteurs de développer des initiatives pour pouvoir vraiment booster l'alphabétisation. Cela signifie des actions ponctuelles, des actions pertinentes à mener et trouver des acteurs capables vraiment de mener ces actions. Parce que, quand vous voyez tout à l'heure, le DAPLN disait que bon, il y avait ce qui fait chaud les gens, chacun cherchait son intérêt. Or, l'intérêt qu'on doit rechercher, c'est l'intérêt des analphabètes. Parce que ces gens-là sont en train de souffrir. Maintenant, si l'argent, le peu d'argent, même quand on prend par exemple le peu d'argent qui est mis, ce n'est pas suffisamment utilisé. Il arrive des moments où il y a des contraintes qui ne permettent pas d'utiliser même le minimum de fonds mis à la disposition. À cause, par exemple, de certaines procédures. Moi, je sais que la campagne d'alphabétisation dure au plus 6 mois. Donc, c'est une activité saisonnière. Maintenant, si les gens reçoivent de l'argent et qu'à cause des procédures, ils n'arrivent même pas à décaisser jusqu'à la fin de la campagne, ça ne donnera rien. Je me rappelle, dans les années 2012-2013, il y avait un programme Fast Track qui utilisait, grâce au fait, des opérateurs privés en alphabétisation. Mais toute l'étendue du territoire était ciblée avec Alpha. Et chaque ONG avait sa zone d'intervention. Et ça s'est passé correctement. Mais l'État ne peut pas rester. On doit aller vers la gestion décentralisée de l'alphabétisation, où on donne les moyens aux communes pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de leur communauté. Mais si ça va rester à un niveau supra, ça va être, on est en train de traîner sur les choses, ça ne va pas marcher. La coopération suisse, par exemple, depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, est dans le secteur de l'alphabétisation. Nous, si nous sommes en partenariat avec la coopération suisse depuis 2004. Et chaque campagne on a toujours organisé les campagnes à temps, parce qu'on a les moyens à temps. On a un dispositif programmatique qui permet d'aller vers les résultats. Maintenant, si au niveau de l'État, la direction de l'alphabétisation doit s'organiser autrement, si l'État met les moyens à sa disposition pour qu'elle puisse consommer ces ressources-là au bénéfice. Oui, mais concrètement aujourd'hui, comment faire pour que l'État mette les moyens vraiment à disposition? Puisque vous avez dit que le tissu économique est animé par ces gens qui sont analphabètes. Et donc, comment faire pour que l'État mette vraiment les ressources aujourd'hui? Avant que l'État... Je dis qu'il faut que déjà le peu qui est là, que ça soit bien consommé. Parce que nous, on a plusieurs fois fait le plaidoyer en direction du ministère du budget, au niveau de la direction du budget. Et le directeur du budget dit que le peu qui est parti n'est pas dépensé. Alors, eux autres, ils font un arbitrage. Si l'argent qui est venu n'est pas utilisé, alors il faut donner ça à ceux qui veulent l'utiliser. Monsieur Koudia, comment est-ce que le peu que vous avez, les 1% ne sont pas dépensés? Oui, en fait, il a abordé un problème qui se pose avec acuité. Les textes sont tels que, avant d'exécuter les fonds mis à disposition, le temps est passé. Oui, le temps est passé. Et ça a failli se passer aussi avec l'ONG Scienson. Lorsque la coopération suisse a mis à disposition les fonds destinés au programme Pageda, elle a mis à la disposition de l'État. Alors, nous, on s'est assis, on a essayé de réfléchir pour trouver les moyens pour résoudre ce problème de financement des textes. Donc, il faudrait remodifier les textes et les adapter aux réalités de l'alpha. Je vous donne un exemple tout simple. La procédure de recrutement des OPA qui s'applique dans le sous-secteur de l'alphabétisation est la même procédure qui s'applique pour les autres entreprises. Or, l'alpha n'est pas une entreprise commerciale. Il faut des textes spécifiques pour permettre un recrutement des OPA assez vite pour qu'on ait la rentrée. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On applique les textes au point que la rentrée qui doit avoir lieu en janvier a lieu en juin. Alors, dans ces conditions, on comprend que le financement ne suit pas. Et quand on dit la rentrée allait en juin, l'année scolaire allait peut-être en 2-3 mois. Et vers la fin de l'année déjà, le cycle est fermé,
Donc le budget qui est mis à disposition ne peut plus être utilisé et la conséquence, c'est le sous-financement de l'ALPHA dont on parle. Alors, en dehors du financement qui est sous-exploité, quel autre levier on peut aborder? Je pense qu'il faut une réforme du secteur de l'alphabétisation, une réforme audacieuse qui permet vraiment de mettre des gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'alpha, au niveau de l'alpha, trouver des financements réguliers, constants et mettre de façon rigoureuse la rentrée à une date bien précise, comme on le fait dans le secteur de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, et mettre à disposition les moyens pour que ça aille vite. L'État a un grand rôle à jouer, il faut le reconnaître, et ce rôle-là, je ne peux pas le définir ici dans le détail. Voilà les gants. Alors, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je veux seulement dire que je demeure optimiste pour l'alpha, et je crois fermement que l'arrivée du nouveau gouvernement va donner de nouvelles lumières pour que l'alpha ait de beaux jours. On en a besoin. Monsieur Balogun? Oui, merci beaucoup. Tout à l'heure, je crois qu'en dehors des ressources financières, il faut des ressources humaines compétentes pour conduire le sous-secteur. Sans ça, même si on amène des centaines de milliards, ça ne va pas bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, le besoin est là. L'État doit encourager d'autres partenaires techniques et financiers à venir dans notre secteur. Parce que si l'État ne met pas la main dans la poche, les autres ne viendront pas. Parce qu'on est dans une situation de politique d'alignement. Quand les gens voient que les priorités sont dans tel secteur, c'est là où les partenaires vont. Donc si l'État peut revoir, augmenter le financement de ce secteur, je suis sûr que ça va attirer les partenaires. C'est la coopération suisse presque qui est seule à financer le sous-secteur depuis des années. Parce qu'elle a foi en cela. Et nous avons foi que ça va démarrer si l'État s'y met. Alors, Ulrich Vital, comme vous l'avez entendu, l'alphabétisation est confrontée à d'énormes difficultés, mais il est encore possible de rêver de jours meilleurs pour ce sous-secteur-là, si les autorités agissent convenablement sur les leviers énumérés par nos invités, et nous espérons que ça sera le cas. Chers invités, merci d'avoir été des nôtres. Merci.